Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Frédérique Picard-Le Bihan, vous êtes une femme audacieuse et peut-être la femme audacieuse de l'année 2020. Pourquoi ? Parce que vous êtes à la tête d'un mouvement, d'une association, vous allez nous préciser tout cela, qui s'appelle Dare Women. Alors, vous êtes aussi maman de 4 enfants, vous avez une longue carrière derrière vous dans le marketing au sein de grands groupes. Et puis, vous avez aussi fait le tour du monde à la voile en famille, vécu dans de nombreux pays. Bref, si je vous dis que vous êtes intimidante pour les autres femmes, vous me répondez quoi, Frédérique Picard-Le Bihan ? D'abord, ça me fait rire. Et ben non, en fait, je me suis jamais sentie intimidante pour les autres femmes. Quand ça me paraît. Enfin, j'espère que je suis pas intimidante. Je me préfère motivante qu'intimidante. Je me sens pas intimidante, non. Je sais pas. C'est pas. Alors, c'est plutôt des hommes qui m'ont dit ça que des femmes. Les femmes ont plutôt fait des retours sur énergisante. Oui. Après, si je les intimide, peut-être, mais sans doute elles me l'ont pas dit. Mais quand vous commencez à dérouler votre long parcours avec effectivement beaucoup de relief, il faut bien le dire, c'est pas donné à tout le monde de partir en voyage une année, c'est pas donné à tout le monde de vivre à fond parce que c'est quand même bien ce que vous dégagez. Alors oui, énergisante certainement, ça c'est le mot qu'on peut dire assez facilement, mais néanmoins vous devez renvoyer certaines d'entre elles à peut-être un certain immobilisme, ou en tout cas quelque chose qu'elles vivent comme tel. Moi, l'idée, c'est que je suis comme tout le monde. En fait, c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, je suis comme tout le monde. Il suffit juste qu'à un moment dans sa vie, on actionne quelque chose qui fasse qu'on va un peu plus loin. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est que je suis comme tout le monde. Alors, je suis peut-être un peu moins fatigable. Ça, c'est clair. J'ai beaucoup d'énergie et ça, c'est évident. J'en ai plus que la moyenne. Ça, je le ressens parce que je fatigue beaucoup de monde. Donc, mais pour le reste, je suis une femme comme les autres. C'est juste que j'ai beaucoup d'envie, j'en ai toujours eu, et que l'idée, c'est de se dire, la vie, c'est, alors je dis toujours, on est en vie. D'avoir envie, c'est être en vie, c'est de se connecter à ses envies. Et c'est ça que j'essaye de provoquer chez les autres femmes. C'est, vous avez des envies et si vous les ignorez, je suis sûre que vous en avez. Et c'est pas très dur, en fait, d'aller essayer de se réaliser pour être en phase avec ses envies, que ce soit dans sa vie professionnelle ou sa vie personnelle. Mais je me sens comme les autres, en fait. D'accord. Écoutez, c'est très bien. Alors, vous avez évoqué les hommes. Les hommes vous renvoient peut-être plus une certaine image de femmes un petit peu hors normes quand même. Alors les hommes, ils me disent, qu'est-ce qu'ils me disent les hommes? Alors il y a un truc que j'aime pas du tout qu'ils me disent. Ils me disent, toi t'es une femme, t'as des couilles. Alors ça je déteste. Je déteste. Comme si parce qu'on était une femme déterminée, engagée, motivée, avec un peu de leadership, on était comme un garçon. Bah non. Ça je déteste qu'ils me disent ça. C'est un compliment dans leur bouche, mais moi je le prends pas comme ça. Les hommes, ils me voient, je pense, comme quelqu'un. Peut-être que de temps en temps, je fais plus peur aux hommes qu'aux femmes, en fait. Ça, c'est possible. J'ai plus ressenti dans ma carrière avoir des rivaux hommes que des rivales femmes. En tout cas, ils me l'ont bien fait sentir, beaucoup plus que les femmes. Et sinon, je dirais qu'ils voient en moi une femme, mais avec des attributs, avec parfois des attributs d'homme, parce que j'ai le sens de la compétition. Ce qu'ils me disent souvent, c'est que je lâche rien, donc je suis combative, et que dans ces moments-là, pour eux, ce sont plus des attributs masculins que des attributs féminins. Alors, Frédérique Picard-Le Bihan, j'ai très envie maintenant de savoir qui vous êtes, c'est-à-dire où avez-vous grandi, dans quel type de famille, et puis vous allez nous parler aussi de la famille que vous avez bâtie vous-même.
Alors, où j'ai grandi, alors moi, je suis totalement classique, hein, je suis bretonne, je suis née à Rennes, dans une famille mes parents étaient très jeunes quand ils nous ont eu, ma sœur et moi, puisque ma sœur aînée, mes parents avaient 20 ans et moi 21. Donc ça, c'est le début de mon histoire, c'est-à-dire que j'arrive la deuxième, 11 mois après, donc vous imaginez bien que c'était pas forcément tout à fait attendu. Et tant qu'à faire, tant qu'à avoir un deuxième, ce serait mieux que ce soit un garçon. D'où mon prénom. Donc voilà, ils attendaient un petit garçon. D'abord, ils attendaient pas d'enfant, pas de deuxième. Puis, ça aurait été bien que ce soit un garçon. Malheureusement, ça a été une fille. Donc, ils m'ont appelé Frédéric. Je pense que ça a été un petit peu fondateur de mes premières années, puisque mes premières années, je me suis plus identifiée à un garçon qu'à une fille. Donc, j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué, tout en étant une fille, parce que j'adorais les garçons. Mais j'avais envie voilà, j'ai fait du judo et pas de la danse. J'ai fait tout de suite de la compétition en judo, en basket, en tennis, en voile. J'avais un papa qui me poussait beaucoup pour gagner. Donc ça, je pense que ça a été quelque chose qui a été assez déterminant dans la structuration de ma personnalité. Ma mère était libraire, travaillait dans une librairie. J'adorais parce que j'allais à la sortie de l'école bouquiner dans sa librairie. Et à la naissance de mon petit frère, donc j'avais 7 ans, elle a tout arrêté. Ma mère était une grande pianiste, elle faisait elle faisait très très bien du piano, mais à notre naissance, elle a arrêté le piano, à la naissance de mon frère, elle a arrêté de travailler. Et mon père, je ne sais pas si je l'ai dit, était notaire. Voilà, donc famille, 3 enfants, assez classique, dirigée par des femmes. Ma grand-mère était une femme très forte, et chez moi, c'est plutôt une famille assez matriarcale. Voilà, donc j'ai été élevée mon père était orphelin de père, son papa est décédé assez vite, donc il nous a élevés souvent en disant il faut se débrouiller dans la vie, il faut se débrouiller. Et ça, c'est des choses qui me sont assez restées. Donc, il faut se débrouiller seul. Il faut se débrouiller, il faut faire avec. Alors, on entend qu'il y avait un joli socle quand même, hein, puisque votre maman travaillait, elle avait une activité, en plus non des moindres, puisque effectivement le lieu de la librairie, c'est quand même un lieu qui laisse l'imagination, je dirais, vagabonder. Donc ça, c'est plutôt sympa comme petit terreau de base. Frédéric, vous avez sans doute un compagnon ou un mari, je ne sais pas. Vous avez 4 enfants. Vous nous parlez un petit peu de cette famille ? Alors, j'ai 4 enfants, j'ai un mari depuis, un deuxième mari, parce que j'en ai eu un. Je me suis mariée très vite. Hein. Moi, parfois je fais des choses, je suis pas tout à fait normale de temps en temps. Donc, je me suis mariée en 24 heures la première fois, voilà, coup de foudre, il m'a demandé un mariage, j'ai dit oui. 10 mois après, il y avait une petite fille qui est née, une petite Margot, donc ça c'était il y a 32 ans. Et cette petite fille, il s'est trouvé que elle n'était pas tout à fait comme les autres petites filles. Donc ça, c'est une longue histoire que j'ai absolument pas le temps de raconter, mais ça, je pense, c'est fondateur aussi. Donc en fait, il se trouve qu'après 3 ans de recherche, on a enfin découvert que notre fille était sourde. Savoir qu'elle parlait, donc c'était très compliqué, même les ORL ne s'en rendaient pas compte, mais elle était sourde profonde. Voilà, donc une petite fille qui naît, un petit garçon, avant qu'on sache que ma fille était sourde. On avait eu envie d'avoir un deuxième, donc j'ai 2 grands enfants maintenant de 32 et 30 ans, Margot et Arthur, 2 enfants pas simples, mais c'est aussi fait partie de la construction de Dare Woman, je pense, avec une petite fille, donc avec un handicap. Moi, je suis une maman très jeune, c'est très compliqué d'avoir une enfant handicapée dans ces années-là. Elle est pas accepté à l'école. Je pense que je dis toujours mon premier geste audacieux. Je pense qu'il est là. Il a été de continuer à la mettre à l'école, alors que de trouver une école qui l'accepte, alors que cette espèce de comité académique, médico-académique m'avait donné comme la sentence était tombée, votre fille n'ira pas à l'école. Voilà. Je me suis battue, mais comme une lionne. Et ma fille a été à l'école et ma fille a eu son bac S et ma fille est maintenant elle cadre, elle est RH dans une entreprise, donc je suis très très fière d'elle. Et je pense qu'elle a participé à cette aventure qui est née beaucoup plus tard de Dare Woman, mais à l'époque par ses petites graines. Et mon fils, pareil, parce que mon fils était compliqué aussi. Mon fils, d'être frère d'une grande sœur handicapée, ils ont 2 ans d'écart, c'est pas facile. Un jour, il m'a dit, elle est malentendante, moi je suis malvoyant, voilà. Parce qu'il avait les lunettes.
En fait, il est pas malvoyant, il a des lunettes, mais surtout, il n'était pas tout à fait adapté à l'école. Donc, c'était compliqué lui aussi. Et aujourd'hui, je suis très fière de lui parce qu'il a osé. Donc, c'est un garçon qui n'a pas eu son bac. Il est sorti de l'école à la fin de la troisième. Là, pareil, on m'a dit, votre fils n'ira pas au lycée. Alors, soit il est bête, soit il en fait exprès. Alors, je lui ai dit, écoutez, on va peut-être choisir la deuxième option. Il est devenu charpentier, il a fait les compagnons. Et pendant l'année en bateau, il m'a dit, j'ai envie d'être archi. Il a toujours envie d'être architecte. Et contre toute attente, il a été pris, il a été super audacieux puisqu'il a présenté des dossiers alors que ça n'existait pas, d'être en admission parallèle. Et il a été pris à l'école de Belleville, qui est une des meilleures écoles d'archi. Maintenant, il est architecte. Donc voilà, ça c'est mes deux aînés. Belle aventure, pas facile, mais belle aventure. J'ai divorcé. Et 6 ans après mon divorce, j'ai donc rencontré le papa de mes deux futurs enfants, qui sont deux jeunes filles, qui ont maintenant 17 ans et 15 ans, et qui sont top, qui sont géniales. C'est des jeunes filles bien dans leur pompe, vivantes, dynamiques. Elles ont vécu petites. Ma troisième vie, si j'ose dire, c'est-à-dire toute petite, on les a emmenées faire cette année à la voile, donc ça aussi, ça les a transformés, ces enfants, c'est sûr que ça les marque à vie. Une fille qui a 17 ans m'a dit, il y a 8 jours, m'a dit, ça y est maman, j'ai décidé, c'est évident que je ferai la même chose que toi, c'est évident, je partirai en famille, un an en bateau, c'est incontournable. C'est le plus beau cadeau qu'elle puisse me faire, parce que ça veut dire que c'était une très belle année, sachant qu'elle a été très malade. Et l'expatriation, donc ce sont des enfants, ils ont beaucoup pleuré quand ils ont su qu'on rentrerait pas l'année en bateau dans notre maison, surtout elle. On est allé à Istanbul, finalement, elle a trouvé ça très, très bien. Elles ont trouvé ça très bien. Puis on est parti en Californie, donc là, c'était juste le rêve pour des adolescents. Et elle a beaucoup pleuré quand elle a su qu'on rentrait à Paris. Et en 24 heures, elle s'est adaptée, elle s'est fait 30 copains et elle adore la vie parisienne maintenant. Donc ça, je pense qu'on leur a donné cette capacité à s'adapter partout et de prendre le bon partout. Et ça, je le ressens très, très fort chez elles. Et donc, mais les deux dernières sont des filles incroyables parce qu'elles ont une capacité d'adaptation avec toujours un sourire aux lèvres, quoi. Et maintenant, elles savent que c'est pas facile, mais elles savent que c'est possible. C'est un bel adage. Alors, avant de revenir, parce que moi, j'aime bien comprendre et savoir dans quelles conditions les choses se font, avant de revenir sur ce voyage, j'aimerais quand même que vous me parliez de Frédérique Picard-Le-Bihan, la professionnelle. Alors, une longue carrière dans le marketing. Pourquoi ce choix? Est-ce que vous en avez retiré vos satisfactions et puis aussi vos frustrations? Alors, pourquoi ce choix? Alors, moi, j'étais une bonne élève au lycée. À partir de la seconde, j'ai découvert les garçons, les fiestas, les booms, etc. Donc là, ça commençait à baisser un peu. Je savais que j'étais attirée par des carrières dans le commercial. Toute ma famille, mes parents, enfin mon père, à côté de mon papa, tout le monde était dans le droit. Et je trouvais ça barbant. Ça m'intéressait pas. Bon, il a pas essayé de nous le vendre non plus, faut dire. Mais et donc je me suis pas posé de questions assez rapidement. C'était évident qu'il fallait que je fasse une école de commerce. Et quand j'ai fait cette école de commerce, très vite, j'ai vu que la finance, ça m'intéressait pas. La compta, ça, je détestais. L'orga, bof. Et par contre, voilà, les cours de marketing, j'ai adoré. En fait, je suis tombée dans la marmite, vraiment. C'est-à-dire, je me suis pris de passion pour le marketing. J'ai quasiment tout le temps travaillé en même temps que mes études en faisant du marketing. La prof de marketing m'avait embauchée pour faire marketing com d'une école d'ingénieurs. Donc voilà, j'ai au début travaillé pour une petite boîte, puis finalement, je l'ai un peu reprise à mon compte qui faisait de la com. Et j'adorais ça. Et j'ai eu la chance, à la fin de mes 4 ans d'école, il fallait faire un stage. J'ai eu la chance d'avoir une proposition chez Heineken et qui était une proposition de stage, mais en fait comme un vrai poste. Mm-hmm. Donc là, j'avais des vraies responsabilités. Je m'occupais à l'époque j'étais chef de produit sur Tuborg. Tuborg, c'était la concurrente de Carlsberg. Et au bout de 15 jours, mon patron m'a dit, je t'embauche. Et en fait, j'étais dingue, quoi. J'étais dingue, j'étais passionnée de mon boulot. Je trouvais ça incroyable. Le dimanche soir, je trépignais de retourner bosser le lendemain. La passion, quoi. D'ailleurs, on m'appelait la passionnariat du marketing. J'adorais le marketing, j'adorais prendre une marque. C'était un challenge, en fait. Prendre une marque et puis essayer de la faire exister, comprendre comment on allait la faire aimer des consommateurs, ce que ça allait apporter. Et puis plein de sujets, en fait. C'est toujours ce que j'ai aimé, c'est la diversité. Quand on fait du marketing, on fait du packaging, on fait du R&D, on est un peu technicien, on fait de la com, on fait tout, du commercial,
on travaillait avec les ingénieurs. J'avais la chance d'être dans une société où je voyageais, puisque Tuborg était au Danemark, donc j'allais souvent à l'étranger. Après, je me suis occupée de Kylian, j'allais en Irlande, enfin voilà. Donc, et puis évidemment en Hollande. Bien, mais néanmoins, à un moment donné, il y a une décision qui est prise, c'est celle de faire un break, de partir donc sur un voilier avec hommes et enfants, c'est bien ça. Qu'est-ce qui a constitué le déclic? Alors ça, c'est un rêve que j'ai toujours eu dans ma tête. Moi, je me suis toujours dit depuis que je suis petite, je vivrai un jour sur un bateau. J'ai envie de faire ça. Ça me fascinait l'histoire des marins, des familles qui partaient. Et ben le déclic, en fait, j'en ai eu deux. J'ai un jour ma fille Jeanne, qui avait à l'époque, elle avait 7 ans, qui revient de l'école et qui me dit maman, on habitait banlieue ouest à Garches, et elle me dit maman, j'aimerais bien avoir un pull avec des ailes dans le dos. Et là, ça ne fait qu'un tour. J'ai dit, nom d'un chien, si à 7 ans, ses envies, c'est d'avoir un pull Zadig et Voltaire, c'est pas possible. Je veux pas. C'est pas possible que ce soit ça, ses envies à 7 ans. On a une vie très sympa, mais leur univers, elles sont en train de se construire, peut pas s'arrêter à ça. Pour moi, c'était un drame, en fait. J'ai eu ça, et puis j'ai eu un déclic, un soir de novembre, ce que je raconte, voilà, je sors d'une réunion à la Défense et je tombe sur un 20 minutes, je crois, dans le métro. Et là, c'était marqué, c'était le poème de Robert Frost qui dit des deux chemins, tu prendras le moins fréquenté. Et je me suis dit, mais en fait, on est en train de prendre le chemin le plus fréquenté. On fait comme tout le monde, quoi. Et en fait, c'est pas possible. Donc le soir, on en avait déjà parlé avec mon mari. Hein, il était OK. J'avais déjà dit que je voulais faire ça. Et c'était un grand marin. Donc il m'a dit, ouais, super, c'est une super idée, on le fera. Et en fait, j'ai dit, c'est là, c'est maintenant. C'était un soir de novembre. J'ai dit, c'est maintenant, il faut qu'on parte là. Il faut qu'on parte, c'est le bon moment. Parce que tout va bien, donc il ne faut jamais partir quand tout va mal, il faut toujours partir en haut de la vague. Donc tout allait bien, ma boîte allait bien, lui son boulot allait bien, les enfants allaient bien, tout allait bien, donc il faut partir. Et voilà, et ça a été ça le déclic, ça a été surtout, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais, et surtout, nos enfants, nos petits, il faut qu'ils connaissent autre chose, on ne peut pas les élever comme ça. Donc, grande décision, à un moment effectivement où tout va bien, donc là on est quand même dans une prise de risque, il faut quand même le dire, hein, parce que quand tout va bien, on a envie que ça continue, et vous faire bouger un peu les éléments, c'est une forme de risque. Donc on est encore une fois dans une forme d'audace, hein, si ça correspond à votre définition ou à l'une de vos définitions de ce mot. On comprend que vous partez donc 1 an, que ce voyage est fondateur, très formateur, vous l'avez dit, pour vos enfants notamment et sans doute pour vous aussi. À l'issue de ce voyage, vous vivez en Turquie et en Californie, vous avez traversé et vu plein de pays et vous rentrez en France. Alors pourquoi? Et puis maintenant, ensuite, on va se parler de Dare Woman. Alors, le pourquoi déjà? Alors pourquoi on rentre en France? Alors déjà, on s'était dit, quand on était en Colombie, je me souviens, c'est en Colombie qu'on a pris la décision de pas rentrer, en se disant c'est pas possible, on peut pas s'arrêter là. C'est tellement génial ce qu'on vit, c'est tellement incroyable, parce que quand vous êtes sur un bateau, évidemment, il se passe plein de choses. D'abord, vous vous dépouillez complètement, c'est au fur et à mesure des semaines qui passent, vous vous dépouillez tout le superflu et vous vous concentrez sur l'essentiel, hein, parce que il y a pas beaucoup de confort, il y a pas de mode, il y a pas de repères sociaux, vous êtes un peu tout nu, quoi, avec vous-même et avec les éléments, et en fait c'est là qu'on avance dans sa tête, c'est là qu'on se ressent sur des choses très très fondamentales, et on s'est dit il faut pas que ça s'arrête. Et ça plus la découverte, puisqu'on a fait une mission humanitaire en Afrique, on a passé un peu de temps là-bas, on a été en Colombie, on a été au Venezuela, enfin on a fait plein de pays, et on s'est dit mais c'est génial, parce qu'en fait on ne sait pas ce que c'est quand on lit dans les médias ce qui se passe en Colombie, par exemple. Moi j'ai été fascinée par les Colombiens, par la gentillesse des Colombiens, il faut le vivre, et tant qu'on ne vit pas ces choses-là, on peut toujours en parler, mais c'est pas pareil. Et en fait, on avait encore soif de tout ça. Donc, on a décidé là de pas partir. Et donc, j'ai la chance. Alors moi, ma société, parce que là, j'ai une société, depuis 2004, j'ai monté une société de conseil en marketing stratégique. Ma société est gérée par un homme qui était OK pour prendre la société pendant que j'étais partie. Et mon mari travaille chez Air Liquide et a la chance d'être dans un grand groupe qui nous a donc permis l'expatriation. Donc, on est parti vers Istanbul et après, on est parti vers en Californie. Et il se trouve qu'en Californie, on lui a demandé de vendre la filiale. Nous, on s'était dit toujours, on vivra 2 expatriations, mais pas plus. Quand même, nos 2 grands-enfants qui étaient restés en France, et que notre pays, c'est la France.
Moi, je le ressentais assez fort en me disant, j'adore les voyages, je suis une passionnée de voyage, j'encourage tout le monde à aller vivre à l'étranger pour comprendre ce que c'est d'être comme ça déraciné, d'être au contact d'autres cultures. On apprend tellement sur soi par la confrontation avec des gens différents que le voyage, il est d'abord à l'intérieur de soi. Et ça, il faut partir. C'est clair, il faut partir, il faut que tout le monde parte, il faut vraiment aller vivre ça. C'est quelque chose qui est tellement enrichissant. Par contre, on n'avait pas le projet de partir toute notre vie. Voilà, ça c'était clair pour nous. On est assez famille. On avait envie de rentrer. Moi, mes 2 grands m'avaient dit, maman, en général, tu sais, c'est les enfants qui partent. C'est pas les parents. Je me souviens, ça m'avait assez frappée. J'ai dit, bah ouais, en fait, c'est nous qui sommes partis. Alors même si on les voyait très souvent, en Californie, ils adoraient venir. En Turquie, je revenais 1 fois par mois à Paris, mais on était partis, c'est vrai. Et donc, on est revenu notamment pour l'unité familiale. Et puis parce que la France est notre pays et que j'adore la France. Parlons de Dare Woman maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où ça vient? Et comment vous positionnez-vous par rapport à cet élan? Je vais dire ça comme ça dans un premier temps. Alors ça vient du fait que quand j'étais en France, avant de partir en bateau, donc j'ai cette société de conseil en marketing stratégique et j'ai des clients, quand la mission s'arrête, qui me disent il faut pas que ça s'arrête. Bon, j'essaye de la faire courte. Ils me demandent de compte. En fait, c'est là que je me rends compte que je suis assez énergisante. Il me dit on veut pas que ça s'arrête parce que tu nous donnes de l'énergie, donc il faut que tu nous coaches, il faut que ça continue. Mais moi, je suis pas coach. Et donc, j'ai dit, mais non, et j'essaye à un moment donné, puis je me rends compte que c'est une cata, quoi, que je suis pas coach. J'avais pas envie d'être coach parce que pour moi, être coach, c'était un peu, tout le monde était coach, voilà, c'était un peu, bon, il n'y avait pas d'expertise. Grosse erreur, hein. Mais bon, en tout cas, moi, je sentais que même s'il n'y avait pas une grosse expertise pour être coach, moi, je l'avais pas. Mais j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. Et puis, en Turquie, il y a beaucoup de boîtes françaises, il n'y a pas beaucoup de coachs, et puis les Turcs parlent turc, il y a beaucoup de Français qui parlent pas bien forcément anglais, et surtout en coaching, c'est différent de pas le faire dans sa langue native. Donc là, on me redemande d'être coach. Et à ce moment-là, j'avais rencontré une coach que j'avais trouvée super pro, comme ça, mais amicalement, et donc je vais la voir en France, et je lui dis, écoute, on me demande d'être coach, qu'est-ce que je fais? Mais elle me dit, bah, tu te poses pas de questions, si on te demande d'être coach, tu deviens coach. Et donc, elle me guide en me disant, voilà, tu vas aller dans tel institut, enfin, tu choisis, etc. Et j'ai fait une école de coaching extraordinaire. Alors là, je suis tombée dans le bain du coaching. Là, j'ai découvert la planète Mars. Là, le monde s'est ouvert. Bon, alors, je suis un peu passionnée. Donc, quand j'aime les choses, je les aime passionnément. Donc, j'ai adoré passionnément cette année. J'avais un groupe, ce qu'on appelle un groupe de pairs, de 5 personnes avec qui je travaillais, qui sont toujours très proches et qui sont incroyables. Et donc, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Et en plus, ça va me permettre de continuer à travailler si on part à l'autre bout du monde dans la deuxième expatriation. Donc, j'ai coaché à Istanbul et j'ai coaché des femmes. Mais bon, voilà, et j'ai coaché des femmes et des hommes et j'ai trouvé ça génial d'essayer de faire émerger les talents et d'aider les autres. En fait, ça, j'ai trouvé ça, de pouvoir avoir des techniques qui permettent de les rendre bien, meilleurs et de les faire avancer. Et puis, la deuxième expatriation, quand on nous annonce la Californie, là, je me dis, ah, zut, la Californie, moi, je suis pas jeune, mais enfin, je suis jeune coach et je suis pas totalement bilingue en anglais. Donc, je me vois mal. Et à San Diego, parce qu'on était à San Diego, il y a quasiment pas de boîte française. Donc, il y a que des Américains. Et moi, je fais du business coaching, je fais pas du life coaching. Et je me dis, ça va pas être simple, en fait. Qu'est-ce que je vais faire arriver là-bas? Parce que la société de marketing continuait, mais avec 9 heures de décalage, il faut que je me réinvente. Alors, quand on part comme ça à l'étranger, c'est génial parce qu'en fait, c'est page blanche. J'ai une angoisse, hein, j'ai une névrose, c'est la routine. Je supporte pas la routine. Donc, pour moi, toutes ces vies, c'est formidable parce que ça me comble, en fait, sur la nouveauté, sur faire des choses différemment. Et là, c'est page blanche. Donc, vous arrivez, j'avais appris d'Istanbul qu'il faut aller très vite. J'avais pas été assez vite à Istanbul. Enfin, à mon goût. Très vite, je me dis, je peux pas être coach. Par contre, ils sont tellement bons que je vais me former. Donc, je me suis formée au coaching. Il se trouve que, j'ai sur des outils de personnalité, ils sont très très bons les Californiens, donc j'ai adoré évidemment, et ça m'a révélé beaucoup de choses aussi, ces outils, sur moi et sur les autres. J'ai commencé à m'en servir et à le vendre, et donc à coacher un peu, notamment beaucoup de femmes, quasiment que des femmes là-bas. Il se trouve que par une rencontre, on m'a demandé d'être au bord de la chambre de commerce franco-américaine.
pour faire du marketing, des événements, voilà. Donc j'avais un pied dans l'univers business américain. J'ai rencontré pas mal de femmes grâce à ça qui étaient dans le business. Je vous la fais très courte. J'ai monté une start-up avec une belle rencontre aussi, donc ça m'a fait. Et en fait, quand j'ai monté cette start-up avec une Française, les Américaines sont venues nous voir en disant What can I do for you? Et là, j'ai découvert deux choses aux États-Unis. J'ai découvert l'audace de ces femmes. Elles sont incroyables, les Californiennes. Elles ont peur de rien. Et j'ai découvert la solidarité entre femmes. Et ça, c'est un truc. J'étais fascinée en fait. Parce que je disais mais pourquoi elles veulent m'aider? En France, on n'est pas forcément habitué à ça. Et en fait, elles voulaient m'aider parce que ça marche comme ça. On s'entraide et elles ont quelque chose qu'elles m'ont appris et que je veux prôner vraiment, vraiment en France, c'est le shiny. C'est si tu brilles, tu vas me faire briller. Donc si on se fait toutes briller, ben on va toutes être illuminées et toutes monter. Toutes gagner. On va toutes y gagner. Voilà, tout le monde. Si je veux t'aider, forcément, les rayons, le rayonnement que tu vas avoir, il va venir sur moi. Donc moi, je vais rayonner aussi. Et aux États-Unis, ça marche comme ça. En tout cas, moi, celle que j'ai connue, c'était ça. Et ça m'a convaincue qu'il fallait faire la même chose partout. Donc en fait, à ce moment-là, je monte cette start-up. Il se trouve que ma vie est faite de rencontres. Alors je rencontre aussi une femme qui avait été RH dans les GAFA, là, Palo Alto, qui voulait monter un projet avec moi. Bon, il se trouve qu'il fallait qu'on rentre en France. La boîte de mon mari était vendue. On avait décidé de rentrer en Europe. Et j'ai dit, ben alors moi, je vais rentrer avec ce projet et je vais l'appeler Dare Woman. Si je monte un projet, donc je discute avec cette femme franco-américaine, on décide de faire un projet pour les femmes. Et moi, j'ai dit, ce sera pour les femmes et ce sera sur l'audace. Et ça s'appellera Dare Woman. Et je suis arrivée à Paris avec 3 lignes écrites sur un papier en disant, voilà, moi, je veux faire un projet pour aider les femmes. Et ce projet reposera sur 3 leviers. Les 3 leviers qui m'ont, moi, transformée, c'est les voyages. Donc, des voyages à la rencontre de femmes audacieuses. C'est des rencontres inspirantes. Et c'est des ateliers parce que les Américaines, leur audace, elle est pas innée. Et en fait, l'audace n'est pas innée. Ça s'apprend, l'audace. C'est petit pas par petit pas, mais ça s'apprend. Et donc, moi, l'idée, en fait, pourquoi? Mais parce que toutes ces femmes que j'avais coachées, et ça, je vous jure, c'est vrai, à 100%, elles m'avaient dit à un moment donné, j'ose pas dire ça à mon patron, j'ose pas demander une augmentation de salaire. Et pas les hommes. Les hommes, c'est un coaching de comment je peux faire pour aller mieux dans mon équipe, pour être un meilleur leader, pour être voilà, etc. Mais le manque d'audace, et je me suis dit, mais c'est incroyable toutes ces femmes. Et j'ai rencontré des femmes avec de tels talents que je me suis dit, mais il manque juste le passage à l'action, en fait. Voilà. Et le passage à l'action, c'est l'audace. C'est de dire, qu'est-ce qui va faire que ces talents-là, qui n'osent pas s'exprimer, eh ben, on peut actionner pour que justement, eh ben, ça sorte, quoi. Et voilà. Et donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'aider toutes les femmes à accomplir la vie qu'elles ont envie, elles, de vivre. Elles. Pas ce qu'on projette sur elles, mais elles. Vous en êtes où aujourd'hui avec Dare Woman? L'association a été créée en avril 2019. Donc, on a fait 2 voyages de rencontres à Beyrouth. On fait des déjeuners tous les mois, des rencontres inspirantes. Enfin, on faisait, parce qu'avec le Covid, ça s'est un peu arrêté. Mais tous les mois, on a des Dare Lunch. On a fait 6 Dare Drink, donc des soirées autour de personnalités inspirantes. C'est trouvé qu'effectivement, il y a eu un petit... J'étais à Tunis préparer le futur Dare Trip quand le confinement est arrivé. J'étais la semaine d'avant. On avait des conférences de prévues, on avait des voyages de prévus, donc tout s'est arrêté. Et là, j'ai la chance d'être entourée de femmes motivées et formidables qui m'ont dit on peut pas s'arrêter, il y a une telle énergie, il faut continuer. Donc, on a transformé pendant le confinement en faisant des rencontres inspirantes, donc tous les mercredis soirs sur Instagram. Hier soir, on avait Tina Kiefer que vous avez déjà interrogée. Absolument. Oui. Une bonne cliente. Ouais, grande audacieuse. On a eu 10 ou 12 personnes déjà. On a fait ce qu'on appelle des Dare Chat Experts, donc des coups de projecteur sur des problématiques professionnelles de Dare Woman avec des experts. Donc, on a fait pour des femmes chefs d'entreprise la problématique sociale. On a fait aussi comment gérer les émotions en confinement. Un autre sur la gestion des conflits. On en fait la semaine prochaine sur oser la prise de parole. Pour le moment, on a basculé sur le numérique, mais on revient en présentiel dès la rentrée avec un premier séminaire qui s'appelle J'ose, 2 jours de séminaire à Lille avec notamment de l'Equi-Coaching
pour aller oser se retrouver face à un cheval. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est un truc de dingue. Ça, pour l'audace, c'est pas être sur un cheval. Hein, donc dans ce séminaire JOSE, il y a des ateliers et il y a notamment le point central, c'est l'Equi-Coaching. Donc on va recommencer le présentiel comme ça. On est en train de finir de monter les ateliers et surtout, et là je suis vraiment très très fière et très heureuse, on vient de lancer 2 entités. La première, c'est Dare Women Handicap pour aider les femmes handicapées à oser vivre leur handicap et aider les entreprises à oser les embaucher. Présidée par Charlotte Tourmente, qui est une femme mais hallucinante, incroyable. Une rencontre déterminante pour moi, parce que non seulement elle est présidente de Dare Women Handicap, mais c'est très très active dans Dare Women. Charlotte a une sclérose en plaques, une maladie invisible, elle est journaliste, médecin, elle déplace des montagnes, c'est hallucinant. Quand on voit une femme faire tout ce qu'elle fait, c'est une énergie envoûtante. On a eu la chance de l'interviewer. Elle fait partie de nos audacieuses à nous aussi. C'est l'audacieuse numéro 7, un chiffre magique, donc qui est effectivement bien incarné par cette femme absolument étonnante. Et donc ce Dare Women Handicap, avec toutes les missions qu'on peut imaginer, tant le handicap nécessite encore d'être vu, d'être pris en charge, etc., etc. L'autre tension de Dare Women, c'est quoi? Juste pour finir sur Dare Women Handicap, l'idée de Dare Women Handicap, c'est vraiment de mettre les femmes handicapées les aider. Alors, et ma fille est Paul Charlotte, donc elle est handicapée aussi, et c'est bien, avec des handicaps différents. Et l'idée, c'est vraiment, c'est dur d'être handicapé en France aujourd'hui. On se rend pas compte, mais c'est dur. Alors moi, j'ai connu le handicap aux États-Unis, et quand on revient en France, c'est pas possible ce qu'elles vivent. C'est pas, enfin, femmes et hommes d'ailleurs, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Il faut les faire, il faut les remettre sur le devant de la scène. Il faut que tout le monde se bouge. C'est pas possible de les laisser sur le bord de la route. Tout ce qu'on entend, toute la difficulté qu'elles ont à exister, la difficulté qu'elles ont à faire des études, on les accepte pas. La difficulté qu'elles ont à exister dans les entreprises, à trouver du travail. Moi, un jour, ma fille m'a dit, il y a pas très longtemps, m'a dit, tu sais, maman, moi, j'ai la triple peine. Je suis une femme, je suis jeune et je suis handicapée. Pour trouver du travail, c'est pas facile. Quand on entend ça en 2020 en France, moi on peut pas ne rien faire. Donc il faut y aller, quoi. Donc Dare Women Handicap, c'est pour les handicapés, mais on a aussi plein de femmes qui sont pas handicapées et qui viennent là-dedans pour justement nous aider avec toute leur énergie pour faire avancer cette cause-là. Et la deuxième entité, là je suis très contente aussi, c'est Dare Women Jeunes, managée par 2 jeunes femmes. Et pourquoi Dare Women Jeunes? Donc ça, c'est pour aider les jeunes à être audacieuses le plus tôt possible. En fait, le plus tôt possible, il faut être audacieux. Je dis toujours, moi, il est jamais trop tôt. On dit toujours, il est jamais trop tard. Non, moi, mon mantra, c'est il est jamais trop tôt. Démarrer très vite les filles. Alors, il y a chez les jeunes, parce que quand je suis arrivée en rentrant de Californie, on m'a demandé de donner des cours dans une école de commerce, que j'ai fait. J'avais 80 étudiants, 40 filles, 40 garçons. Et à la fin des cours, j'ai 15 filles qui sont venues voir en disant madame, et donc je finissais par raconter Dare Women. Je racontais l'année en bateau avec des ponts entre l'entreprise et l'année en bateau. Les leviers sont les mêmes en fait, et je finissais par Dare Women. Et elles sont venues voir en disant madame, on a besoin de vous. On a besoin de vous, c'est dur pour nous. Et c'est elles qui m'ont poussée en fait. C'est ces jeunes filles qui m'ont poussée. Moi, je suis un peu tombée de ma chaise en disant mais qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi des filles de 20 ans, 22 ans ont peur? J'ai quitté la France il y a 10 ans, il me semblait pas qu'on avait... il me semblait. Et en fait, il y a une espèce de dichotomie. Il y a des jeunes femmes qui sont au contraire très guerrières, je trouve très combattantes, qui ont peur de rien, c'est génial. Et il y en a d'autres qui sont, qui ont besoin qu'on les aide, quoi. Donc, et pour les aider, ce qu'elles m'ont dit, c'est d'être inspirées, c'est de rencontrer des femmes qui ont fait des choses. La maternité, moi j'ai 4 enfants, j'ai toujours, mais faites des enfants, il n'y a aucun problème. On peut faire des enfants, avoir une carrière, pas avoir peur. Et moi, j'encourage toutes les femmes qui ont envie d'avoir des enfants à faire des enfants. Après, on ne se réalise pas forcément avec des enfants. J'ai vu des femmes qui avaient peur de partir à l'étranger, mais partez, n'ayez pas peur. Voilà, c'est d'aider toutes ces jeunes femmes. Donc, c'est drivé par 2 jeunes avocates. Elles vont faire un lancement officiel en présentiel le 15 juillet avec des rencontres et elles ont besoin d'être inspirées. Donc, on va faire un système de mentoring et de mentoring inversé, c'est-à-dire des femmes audacieuses vont se proposer pour les coacher un peu et elles, en tant que jeunes, elles peuvent aussi
coacher sur un certain nombre de sujets des femmes un peu plus âgées ou des femmes handicapées. J'ai une question, Frédéric Picard-Le-Bihan. Vous avez parlé de la peur, vous avez dit ces jeunes femmes ont peur. Est-ce que vous, parfois, il vous arrive quand même d'avoir un petit peu peur? C'est vraiment un sentiment qui est totalement exclu de votre quotidien. Bien sûr que j'ai eu peur. J'ai pas beaucoup peur, mais bien sûr que j'ai eu peur. C'est ce que je dis, si on dit qu'on n'a pas peur, on ment. On a peur que ça marche pas, on a peur de... Bien sûr, ce que je dis toujours, quand vous me posez la question quand on partait en bateau, je dis évidemment, on avait peur des pirates, peur des tempêtes. Donc aujourd'hui, c'est pas les mêmes peurs, mais moi, la peur m'excite en fait. Voilà, c'est plutôt une excitation qu'un frein pour moi. Donc, alors on m'appelle, j'ai des amis qui m'appelaient même pas peur. C'est vrai que j'ai sans doute moins peur que d'autres, mais j'ai peur, bien sûr. J'ai surtout, mais c'est pas ça que je ressens tous les jours. On va dire que c'est pas un sentiment majeur chez moi. J'ai des peurs qui sont plus personnelles que pour Dare Women, j'ai pas peur. Je pense qu'on fera tout pour que ça marche. Et aujourd'hui, il y a une espèce d'élan quand même qui est très très fort. Donc voilà. Après, il faut que les finances suivent derrière. Au niveau humain, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il va falloir décrocher un peu des budgets pour faire avancer tout ça. Mais avec l'audace et la conviction que vous y mettez, ça pourrait le faire. Je reste sur un conditionnel parce que voilà, on sait qu'en France, c'est parfois un petit peu compliqué d'aller chercher des sous, même pour des grandes causes. Hein. Alors on entend bien que vos causes, ce sont les femmes, c'est le handicap, et puis soutenir cette jeunesse effectivement qui n'a pas tout son temps pour se déployer, et qui a besoin qu'on lui donne un petit coup de starter de temps en temps. Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, de façon très pratique, Frédéric, c'est comment on adhère à Dare Women, comment on vous connaît, comment on vous rencontre. Alors, comment on adhère à Dare Women? Ça, c'est facile. Hein. Suffit d'aller sur le site et sur la page J'adhère, J''ADARE, un petit jeu de mots. Et là, tout est expliqué pour l'adhésion. Une fois que vous avez adhéré, alors comment on nous rencontre? Une fois qu'on est adhérent, on fait des réunions pour se rencontrer. De toute façon, allez sur le site. Tout est écrit. Vous laissez vos coordonnées, on vous envoie les newsletters. Écoutez Frédéric, je crois qu'on a bien tout noté. On saura vous trouver si on est un petit peu motivé. J'espère que les femmes et les hommes seront nombreux en tout cas à se connecter. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon vent, c'est une expression qui vous est bien adaptée. Mais je suis au fond de moi-même convaincue que tout ça va marcher. À très bientôt Frédéric et un grand merci pour votre participation. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.